bienvenue dans la matinale de Média TV. Bienvenue particulièrement ce matin pour essayer avec vous de faire le point sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Parce qu'on le relate tous les jours, ce matin encore, 10e jour consécutif de frappes américaines et de ripostes iraniennes, sans savoir quel est véritablement le but de ces frappes. Est-ce que c'est, selon vous, une guerre de repositionnement pour négocier à nouveau ? Très bien. Bonjour, M. Mbarki. C'est une très bonne question. D'ailleurs, c'est situé dans le prolongement de ce qui se passe depuis maintenant quelques mois au Proche-Orient. Ce qui se passe est malheureux parce qu'il remet en cause les fondements sur lesquels repose le droit international. Et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Charte des Nations Unies repose bien entendu sur le principe fondamental du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et ce principe sur la charte repose sur d'autres principes, le principe de la souveraineté nationale, de l'égalité des États, le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des États. Mais tout cela est battu en brèche devant l'actualité internationale. Et il y a un grand hiatus maintenant qui sépare les règles, les principes, l'ordre international sur lequel repose la charte et la pratique internationale. La pratique, malheureusement, et à chaque fois, on se lève le matin et on trouve un peu des guerres qui sont un peu partout, au Proche-Orient, en Afrique, ailleurs. Si on met l'accent sur ce qui se passe au Proche-Orient, je pense que ce n'est pas nouveau. Ce qui se passe se situe dans le prolongement des événements ou bien de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien. Cet accord était à l'arrêt depuis 2018 et des négociations ont été donc arrêtées pour différentes raisons entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. Et je pense que ce qui se passe actuellement donc, remet tout d'abord l'ordre mondial international, remet en question la question du maintien de la paix et de la sécurité internationale et pose la question donc, d'asseoir un nouvel ordre international basé sur la paix et la sécurité. Oui, mais à propos de ces frappes qui sont quotidiennes, est-ce que vous pensez, et c'était ma question, est-ce que vous pensez que c'est une guerre de repositionnement pour pouvoir s'asseoir de nouveau à la table des négociations ? Ou alors est-ce que c'est autre chose ? Oui, M. Mbarki, le cessez-le-feu et les négociations qui ont été entreprises depuis le 27 juin dernier ont été mis à l'arrêt, malheureusement, parce qu'on n'arrive pas à s'entendre les deux côtés, l'Iran, les États-Unis d'Amérique, Israël, sur les principes de cet accord sur le cessez-le-feu. Et comme je disais tout à l'heure, le point focal, à mes yeux, reste le programme nucléaire iranien. D'ailleurs, alors, il semblerait, pardon de vous interrompre, Abdelmonem El-Gdari, il semblerait plutôt, si je puis me permettre, c'est vous le spécialiste, que le point focal serait plutôt le détroit d'Ormuz. Parce que là où il y a une incompréhension, et c'est le minimum qu'on puisse dire, c'est même un euphémisme, entre les Américains et les Iraniens, c'est sur l'article 5 du protocole d'accord qui avait été signé il y a quelques semaines et qui avait opéré ce cessez-le-feu, et c'est un problème d'interprétation avec les Iraniens qui voudraient instaurer un péage et les Américains qui disent non, il doit y avoir libre circulation. Est-ce que c'est pas plutôt le détroit d'Ormuz qui est aujourd'hui, en tout cas, le nœud gordien de cette affaire? Oui, effectivement, le détroit d'Ormuz se trouve actuellement handicapé parce que pratiquement 20% du commerce des carburants transite par ce détroit très stratégique. Mais malheureusement, je pense que si on se réfère à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, l'Iran n'a pas le droit de stopper et d'arrêter ou bien d'imposer des taxes sur le transit des bateaux de commerce. Il y a donc cette convention de Montego Bay de 1982 qui exige des États qui ont donc un accès sur la mer territoriale de laisser ce qu'on appelle un passage inoffensif des bateaux. Mais malheureusement, il y a toute une controverse sur les droits souverains des États parce que, comme vous le savez, le détroit il est partagé entre deux États, l'Iran et le Bahreïn. Et je pense que cette contestation, cette mauvaise interprétation de la Convention de Montego Bay laisse perplexe
et donc donne une occasion à l'Iran pour voilà, justement arrêter le commerce maritime du pétrole et du gaz. C'est malheureux de le constater et on revient donc une nouvelle fois pour dire que l'ordre mondial, qu'elle soit pour le maintien de la paix, est battu en brèche, et l'ordre mondial également pour réguler le commerce maritime à travers le respect des règles imposées et dictées d'ailleurs par la Convention des Nations Unies de 1982, ne sont pas respectées et donnent lieu à une interprétation sur les droits souverains de l'Iran pour imposer des taxes sur le commerce maritime des hydrocarbures. Et c'est malheureux de le constater parce oui. que... Alors, je vais essayer de me faire, si vous le permettez, je vais essayer de me faire un peu l'avocat du diable. Parce que c'est vrai que les Iraniens, au départ, avaient parlé de péage, et puis ensuite, après s'être assis à la table des négociations avec les Américains, ils ont plutôt parlé de droit de passage. Enfin, ils ont utilisé d'autres termes pour dire, attention, parce que beaucoup de navires passent par nos côtes, et puis nous, on a des frais. C'est-à-dire, on a des frais de sécurisation, on a des frais de gestion justement de ce flux maritime, et personne ne nous les paye, ces frais. C'est en gros ce qu'ils disent les Iraniens aujourd'hui. Et on ne peut pas être d'accord avec ça ? Oui, effectivement, parce que si on revient à la Convention de 1982 sur le droit de la mer, il y a toute une mauvaise interprétation du droit du passage inoffensif des bateaux qui transitent sur ce détroit qui reste un détroit libre. Hein, il y a la mer, vous savez, la Convention instaure des zones, la mer territoriale, la mer intérieure, la mer territoriale qui s'étend sur à peu près 22 kilomètres, puis après la zone contugue, la zone économique exclusive, le plateau continental et la haute mer. Et dans ces zones donc, sont régulées par des droits, des compétences relativement donc, élargies en fonction de l'espace dans lequel elles se trouvent. Là, on parle de la zone territoriale et dans laquelle la Convention autorise un passage inoffensif pour les bateaux qui transitent par cette zone. Et l'Iran n'a pas le droit d'imposer des taxes ou bien carrément de stopper. On l'a vu avant-hier, dimanche, elle a carrément stoppé, arrêté 4 navires. Deux de ces 4 navires ont rebroussé chemin, mais les 2 autres ont été amenés à arrêter leur navigation à travers le détroit d'Ormuz. Donc, encore une fois, il y a une mauvaise interprétation de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Et je pense que ce bras de fer entre l'Iran et la coalition multinationale prouve encore une fois la nécessité d'un accord, d'un compromis entre les 2 belligérants, parce qu'on est quand même face à des choses sérieuses. C'est l'arme nucléaire qui est en question. C'est tout l'équilibre géostratégique, géoéconomique qui se trouve donc en danger. Et je pense qu'il y a nécessité maintenant d'aller plus loin dans le protocole de cessez-le-feu conclu en 27 juin, et malheureusement arrêté pour différentes raisons liées donc aux positions différentes des uns et des autres et à la mauvaise interprétation des différents textes qui régulent la question. Aujourd'hui, Oui. il y a nécessité donc d'asseoir sur la table de négociation. Oui, voilà. mais les négociations, chacun appelle à négocier. On a entendu Marco Rubio dans le journal il y a quelques instants pour dire voilà, les Iraniens doivent s'entendre entre eux avant qu'on retourne à la table des négociations, parce qu'il y a d'un côté les radicaux et de l'autre ceux qui ont compris qu'il valait mieux négocier pour éviter de mettre l'économie iranienne par terre, grosso modo. C'est ce que disait Marco Rubio. Cela dit, ce bras de fer auquel on assiste au Moyen-Orient entre les Américains et les Iraniens autour, encore une fois, du détroit d'Ormuz, presque, j'ai envie de dire, en dehors de la question nucléaire. Est-ce que c'est pas... est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un remodelage de l'ordre économique mondial ? Est-ce que c'est pas ça qui est en jeu ? Oui, effectivement, M. Mbaki, il y a tout un ensemble de facteurs qui influent sur cette crise. Il n'y a pas que le dossier nucléaire, mais il y a d'autres dossiers qui se greffent sur ce dossier. Vous savez,
les facteurs de la puissance des États ne reposent pas que sur un seul élément démographique ou bien géographique ou bien géostratégique, mais reposent également sur le facteur technique et le facteur économique. Le point, à mes yeux, le dossier nucléaire reste le point fondamental. C'est là où les points se divergent entre l'Iran et l'État d'Israël et également les États-Unis d'Amérique. Mais les enjeux géoéconomiques persistent toujours. Vous savez, les États-Unis d'Amérique, c'est la première puissance économique mondiale. Et le moteur de l'économie mondiale reste principalement basé sur le commerce américain. Et tout ça est régulé, encore une fois, par l'OMC, qui vise principalement à faciliter ou bien à la libéralisation des échanges commerciaux internationaux. Cette volonté de libéralisation des échanges commerciaux internationaux se trouve dans cette zone handicapée par des mesures restrictives et par des mesures qui vont à l'encontre de ce multilatéralisme qui est maintenant battu en brèche, encore une fois, parce qu'on ne peut pas donc autoriser ou bien pratiquer un commerce libre dans une zone minée par des crises, par des affrontements militaires. Encore une fois, il n'y a pas que cet enjeu géoéconomique, il y a encore avec persistance cet enjeu militaire. Vous savez, les États-Unis d'Amérique consacrent 900 milliards de dollars à son arsenal militaire. C'est une puissance militaire, c'est une puissance qui a la force de la dissuasion nucléaire. Et je pense que ces questions se posent avec davantage d'acuité devant ces facteurs multiples et interconnectés entre le militaire, entre l'économique, entre le politique, le géostratégique, pour dire que cette crise, malheureusement, pose beaucoup de problèmes, non seulement aux belligérants qui sont sur place, mais également pour l'ensemble de la région et elle a un effet, j'allais dire, d'irradiation pour l'ensemble de la communauté internationale. Et c'est pour cela qu'il y a une nécessité maintenant pour trouver une solution basée sur une négociation mutuelle entre non seulement les États-Unis d'Amérique, Israël et l'Iran, mais également avec les autres pays qui se trouvent dans la région et qui se trouvent encore une fois directement affectés par ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui. On a bien compris que c'était encore très très complexe. Merci Abdelmonem El-Gdari d'avoir été en direct avec nous dans la matinale des Médias TV. Je rappelle que vous êtes professeur de droit international à l'Université Mohammed V de Rabat et vous êtes aussi le directeur du laboratoire d'études et de recherche juridiques et politiques. Merci encore de nous avoir apporté votre éclairage et à très bientôt, on l'espère. Très bonne journée à vous.